Bienvenue à notre présentation sur la programmation réactive avec Spring Web Flux. Donc, on va commencer par une présentation rapide des acteurs. Donc moi c'est Geoffrey Ayard, je suis architecte et développeur dans les équipes web chez Leroy Merlin. Et moi c'est Julien de Souza, donc je suis également architecte applicatif dans les équipes web chez leroymerlin.fr. Donc du coup, il faut savoir que chez Leroy Merlin actuellement, on est dans une période de refonte et de restructuration de notre SI et également de notre site web. Et dans le cadre de cette refonte, on a décidé d'appliquer une stack commune dans tous nos projets refondus en utilisant la programmation réactive avec Spring Web Flux. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui devant vous pour partager un petit peu cette expérience. En aparté, avant de commencer la présentation, vous allez voir donc, le thème du DevFest cette année, c'est les séries télé. Donc, dans nos slides, vous allez retrouver des références plus ou moins cachées. Pour ceux qui s'ennuient ou pour ceux qui sont très attentifs, n'hésitez pas à les repérer, on verra à la fin si vous les avez reconnus. Alors du coup, bienvenue à cette représentation du Webflux TV Show API. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez votre popcorn, vos boissons. Donc un petit synopsis de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le but, ça va être de découvrir Spring Web Flux et la programmation fonctionnelle à travers la création d'une API REST. Donc on va vouloir récupérer des séries télé avec des notes associées à ces séries. Donc les actions qu'on va réaliser, ça va être de requêter une base de données Mongo en réactif et de faire un appel à une API REST en réactif également. On va commencer par une vue générale et une vue d'architecture de cette API. Donc en intro de tout ça, pour créer notre jeu de données, on a récupéré sur le site IMDb un export de toutes les séries télé. On les a mis dans une collection Mongo. En parallèle, on a récupéré un autre export qui contient toutes les notes des séries télé. On l'a mis dans une collection autre. Et on va voir comment on va travailler avec tout ça. Donc le but de notre API, donc là on a la vision d'architecture. Donc c'est une API classique avec en couche d'entrée un contrôleur, le TV Show contrôleur, qui va faire appel à une couche de service, donc de façon classique. Cette couche de service, son but, ça va être de récupérer à partir d'un TV Show repository le TV Show qu'on a dans une collection, et à côté de ça, d'appeler à travers un appel HTTP une autre API, qui est l'API des ratings, donc qui nous renvoie les notes. Pour récupérer les notes de ce TV Show, le service va agréger le tout et nous renvoyer la data au format agrégé. Donc, au niveau des technologies, on est sur du Spring Boot. On a utilisé le starter Spring Web Flux, qui nous permet du coup d'avoir une application réactive. Au niveau du repository, on a utilisé Spring Data Réactif, donc qui gère nativement les requêtes réactives, notamment sur un Mongo, qui est fait pour. Donc je vous ai dit que le but, c'était de renvoyer des TV shows agrégés. Donc je vais vous présenter rapidement le modèle de données qui va nous servir tout au fil de la présentation. Donc un TV show, c'est un ID, un titre, une note moyenne et un nombre de votes. Donc vous avez les types associés. Donc l'API que je viens de vous présenter, on les a déjà réalisées. On l'a réalisée en réactif et à côté de ça, on l'a réalisée en MVC classique pour pouvoir faire quelques comparatifs. Donc si on regarde un petit peu les routes d'accès, notamment de l'API MVC classique, donc on retrouve de façon classique un accès sur les TV shows par ID en mode unitaire. Donc en mode MVC, ça va nous renvoyer un objet TV show, donc 0 ou 1, un élément. On a également développé une route ensembliste, donc les TV shows par IDs. Ça va nous renvoyer une liste de TV shows de 0 à maximum 100 éléments, parce qu'on a bridé du coup les ID en entrée. Et on va remarquer une troisième route, qui est une route plus d'utilisation via pagination, donc où on passe une page et une size, et où potentiellement le cas d'usage, ça pourrait être de récupérer l'intégralité de la base avec des appels consécutifs en augmentant la page. Si on met en parallèle de ça l'API réactive, on va remarquer qu'on a exactement les mêmes routes, sauf que la différence, c'est qu'on ne va plus renvoyer les mêmes types d'objets. Donc pour la route unitaire, au lieu de renvoyer un TV show,
on va renvoyer ce qu'on appelle un mono de TV show, qui va contenir 0 ou 1 élément. Pour la route ensembliste, donc c'est toujours le TV show par IDs, au lieu de renvoyer la liste des TV shows, on va renvoyer un flux de TV show qui va pouvoir contenir de 0 à 100 éléments. Et la troisième route, on voit qu'elle change un petit peu. Il n'y a plus d'aspect de pagination. Et en fait, pour ces cas d'usage où on va vouloir récupérer de la grosse volumétrie, en réactif, on va se passer régulièrement de cet aspect de pagination et on va être capable de streamer directement l'intégralité de la data. Donc par exemple, là, si on voulait récupérer toute la collection des séries télé, eh ben, en un appel, on pourrait récupérer depuis le Mongo un flux continu avec tous les TV shows. Si on regarde un petit peu maintenant au niveau du code d'entrée de notre API, donc un contrôleur, donc on retrouve ici le contrôleur classique, donc ça doit parler un peu à tout le monde. On a une route, donc c'est la route unitaire en get qui prend un ID en entrée, qui fait appel à son service et qui renvoie le TV show. Si on compare ça au contrôleur réactif, il n'y a pas grand-chose qui change au final. Ce qu'on va remarquer, c'est ce que je vous ai dit, l'objet de retour va être différent, on va être sur un mono de TV show, et bien sûr, tout ce qu'on va appeler derrière, le service qui est appelé, est développé en réactif, pour que toute la chaîne soit réactive. Avec Spring Web Flux, on pourrait aussi se permettre de se passer de la couche de contrôleur, et on pourrait utiliser des routeurs fonctions. Donc ceux qui font du JS ou de la programmation fonctionnelle, ça doit leur parler, c'est une notion qui est assez connue et répandue. Donc on pourrait remplacer ce contrôleur par un routeur fonction de ce type-là. Donc on retrouve notre route, notre get et l'appel au service. Voilà, donc tout ça, c'est ce qui va nous servir un peu de fil rouge tout au long de notre présentation. Donc là, je vais vous faire une petite démo. On va appeler les deux API qu'on a réalisées. Donc tout d'abord, on va d'abord appeler l'API réactive. Donc ça, c'est l'API MVC. Donc sur un appel par ID, on a passé l'ID de Game of Thrones. On observe juste qu'en modèle de sortie, on a ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le Game of Thrones avec ses notes associées. Si je fais le même appel sur notre API réactive cette fois, donc le 90-90, le 80-80, hop, on a exactement le même objet de sortie. Donc c'est juste pour vous montrer que les deux API font exactement la même chose et elles ont exactement le même comportement. Donc voilà. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail et on va vraiment rentrer dans le cœur du réacteur. Et je vais passer la main à Geoffrey pour cette partie. Donc Julien vous a présenté un petit peu, enfin il a posé un peu le décor concernant l'API qu'on voulait réaliser. Là, moi, je vais vous parler un peu plus des couches basses et notamment du projet Reactor, qui en fait est tout le moteur réactif, toute la librairie réactive qui nous permet de développer ce genre d'API avec Spring Web Flux. Donc le projet Reactor, il se base sur les Reactive Streams, qui est une spécification, un standard, on va dire, autour de tout ce qui est réactif, et qui tourne autour de certains préceptes qui sont l'asynchrone, le non bloquant. Donc tout ce qui est accès à des ressources externes type réseau ou accès disque est non bloquant et doit être non bloquant. Et le dernier de ces principes de base, c'est la back pressure que j'aborderai un petit peu plus loin dans la présentation. Voilà. Donc l'API Reactor, elle est plutôt sympa parce qu'elle offre une interface assez fluente et qui permet de programmer en fonctionnel. Vous verrez des exemples par la suite dans les démos. Au-dessus de ce projet Reactor, c'est là où intervient Spring avec son framework Spring Web Flux. Donc vous retrouvez à gauche l'ensemble de la stack. Et donc il se pose vraiment au-dessus du projet Reactor pour développer toute la couche HTTP. En dessous de ça, il s'appuie forcément sur les stacks existantes type Netty par défaut, mais il supporte également les conteneurs de servlets type Tomcat ou JTip. Et la stack, elle est vraiment de bout en bout, donc on va de l'HTTP jusqu'à la source de données, et notamment avec l'ensemble des drivers réactifs pour l'accès au BDD type Mongo, Redis, Couchbase.
Donc la grosse différence, bon là c'est le moment où je vais peut-être en perdre certains d'entre vous, donc essayez de trouver les références aux séries télé si vous vous ennuyez. Donc quand on est dans un mode plutôt classique, donc comme fonctionne un Tomcat ou un Jetty, on a un mode qui s'appelle le thread per request. Donc lorsqu'une requête HTTP arrive sur notre serveur, en général, on a un thread HTTP qui est alloué pour traiter cette requête de bout en bout. Et et c'est sur ce thread-là que toutes les opérations vont être réalisées. À la fois l'aspect request processing, les accès BDD et l'aspect response processing. Ce qui se passe si au même moment j'ai une seconde requête, durant le même temps d'exécution, ben on va du coup allouer un second thread pour traiter cette requête également. Et la problématique de ce modèle-là, hop, on va revenir en arrière. Voilà. La problématique de ce modèle-là, c'est que au final, on a très souvent un nombre de threads limité pour éviter que la consommation de ressources explose. Et si à ce moment-là, on a un pic de charge, donc un nombre de requêtes importantes qui arrivent au même moment, on va allouer l'ensemble des threads et on va parfois arriver à saturation. C'est également le cas lorsqu'on subit des ralentissements des différents services qu'on consomme derrière. Donc, dans l'idéal, en fait, ce qu'on aurait bien aimé avoir, c'est de se dire, durant tout le temps où le thread qui traite la requête, il fait rien, il fait qu'attendre la réponse de la BDD. L'idéal aurait été de dire, au final, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser ce thread pour faire autre chose, pour limiter le nombre de ressources et réutiliser, optimiser un petit peu. Mais ce cas idéal, il peut pas fonctionner dans ce modèle-là, thread per request, tout simplement parce que une requête, un thread, je ne peux pas m'amuser à réutiliser le même thread alors qu'il est en train d'attendre et de processer une requête en entrée. Donc c'est là la principale différence avec le modèle réactif. Alors je vous l'ai dit, accrochez-vous, je vais être assez succinct quand même. En interne, le système travaille avec une event loop qui va être chargée de distribuer l'ensemble des appels bloquants sur des pools de threads qui sont dédiés pour faire une opération bien spécifique. Typiquement, se mettre en écoute sur de l'HTTP, c'est spécifique, c'est de l'IO, donc il y aura un pool de threads dédié qui sera beaucoup moins nombreux. On n'aura pas besoin de centaines et de centaines de threads, puisqu'il sera réactif, le driver ou la librairie utilisée sera réactive, et donc elle va permettre de fonctionner de manière optimale avec l'event loop. Et typiquement, déléguer le genre d'accès BDD vers d'autres threads. Donc pour ça, bien entendu, il faut avoir un driver réactif qui permet d'accéder au BDD. Donc ça veut dire quoi si on schématise un petit peu le truc et qu'on reprend notre requête? Ça veut dire qu'en fait, une requête, elle a de fortes chances, une requête HTTP, elle a de fortes chances d'être exécutée sur plusieurs threads au final. Dans notre exemple, on pourrait imaginer que la request processing s'exécute sur le thread HTTP 1, la partie BDD sur un thread dédié à la BDD, et une fois que la BDD a répondu, l'autre partie, donc le response processing, sur le thread HTTP 3. Donc, on s'est amusé à faire un petit comparatif entre thread per request et réactif. Donc, comme on vous l'a dit, on a développé deux versions, une version MVC, donc plutôt bloquante, et une version réactive avec Spring Webflow. Et on utilise un outil qui est BlazeMeter chez Leroy, et on s'est appuyé dessus pour grapher les résultats. Alors, ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, mais c'était juste pour illustrer les choses. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'on retrouve un nombre de hits par seconde qui est quand même plutôt important, même si c'est du bloquant, c'est quand même super efficace. Dans le cas du bloquant, on a eu pas mal d'erreurs qui sont, lorsqu'on a eu un peu de charge, il n'arrivait plus trop à processer et à accepter les connexions. Néanmoins, on a quand même des très bons temps de réponse et un 90 percentile qui est quand même plutôt honorable. Dans l'exemple, ça appelle une BDD et ça appelle une API HTTP. Donc ça fait quand même pas mal de traitements. Et ce qu'on constate, c'est quand même il y a des petites anomalies, ça fluctue quand même pas mal en termes de temps de réponse. On est sur des temps de réponse qui sont plutôt bas, donc ça se voit pas beaucoup, mais on voit quand même une différence.
Ce qu'on peut remarquer avec le modèle réactif, c'est plutôt, enfin, ce qui nous a marqué, c'est la stabilité. C'est le fait qu'en termes de temps de réponse, on est quand même beaucoup plus stable. On a remarqué également qu'en termes d'erreurs, on en avait beaucoup moins. Donc, preuve qu'il est capable d'encaisser quand même pas mal de trafic. Et on est monté à 100 requêtes secondes de plus que la version bloquante. Ça va, j'ai perdu personne. On va aller encore un peu plus loin dans les concepts réactifs. Donc, dans le réactif, on a deux notions. On a le publisher, comme son nom l'indique, il va publier, il va pousser des données. Et on a le consommateur. Et un des concepts fondamentaux du réactif, c'est que rien ne se passe tant que le consommateur ne s'abonne pas au publisher. C'est qu'à partir du moment où il va s'abonner, que le publisher va produire des éléments. Dans notre cas de figure, avec Reactor, on l'a expliqué en introduction, on a deux types, on a les monos et on a les flux. Mono qui peut produire 0 ou 1 élément, et le flux qui peut en produire 0 ou n. À côté de ça, il y a le principe de signaux qui permet au publisher d'indiquer qu'il y a une erreur ou qu'il a terminé avec succès. Ok, c'est un petit peu abstrait. Ce que vous verrez également si vous faites de la programmation réactive, c'est que vous allez tomber sur ce genre de diagramme. Ça s'appelle un marble. Et ça permet de comprendre comment fonctionne un opérateur qui fonctionne en réactif. Donc, un opérateur, généralement, ça indique qu'on va transformer une donnée en entrée et une donnée en sortie. En entrée, c'est la ligne qu'on voit tout en haut, c'est le flux d'entrée. Et en sortie, en bas, le flux de sortie. Quand vous allez lire ce schéma, vous allez également voir qu'à la fin, il y a un trait vertical qui va signifier la fin du flux. Donc, il n'y a plus d'éléments suite à cet événement-là. Et cet événement-là, il est propagé de l'entrée à la sortie. Et donc, les petits éléments que vous voyez là, ce sont les objets qui sont envoyés dans le flux en entrée. Et l'opérateur va appliquer une transformation pour avoir un flux de sortie avec les résultats. Dans notre cas de figure, on va transformer des Simpsons en mode tic-tac vers des belles têtes de Simpsons. Et le dernier élément qu'on pourra voir, enfin il y en a d'autres, mais vous allez souvent tomber dessus, c'est la croix rouge, et qui permet de comprendre ce qui se passe en cas d'erreur. Donc pour illustrer un peu les marbles, je vais laisser Julien présenter quelques-uns des opérateurs qui sont proposés par la librairie Reactor. Donc maintenant c'est top, on sait lire un marble, donc on va pouvoir regarder ce que nous offre la librairie Reactor, et notamment ses opérateurs, donc les opérateurs qu'on va pouvoir appliquer sur des monos ou des flux. Donc on va vous en présenter quelques-uns, ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc on va commencer avec l'opérateur map. Donc le map, il va pouvoir s'appliquer sur un mono. Donc le but de notre transformation, là, ça va être d'extraire les titres d'un objet TV Show. Donc si en entrée, par exemple, j'ai un objet TV Show Game of Thrones, je vais décider de lui appliquer une fonction de transformation, le getTitle. Et en sortie, du coup, j'aurai le titre Game of Thrones sous forme de string et je me retrouverai avec un mono de string en sortie. Le map, il va aussi s'appliquer sur un flux, donc exactement la même opération. Donc on a un flux d'entrée avec plusieurs éléments. Par exemple, les Simpsons, je récupère le titre Les Simpsons. Big Bang Theory, The Big Bang Theory, Malcolm, je récupère le titre Malcolm. À la fin, je me retrouve avec un flux de sortie qui est un flux de string qui contient les titres des TV shows que j'avais en entrée. Donc pour ceux qui ont déjà pratiqué de la programmation fonctionnelle avec Java 8, les lambda, les streams, ça ressemble fortement, c'est un peu le même comportement, donc vous ne devez pas être trop perturbé. Nouvelle notion maintenant, on va attaquer le flat map. Donc le flat map, il est très ressemblant au map, sauf que la différence, c'est que quand on utilise le point map, on renvoie un objet. Par exemple, tout à l'heure, on renvoyait la string qui était le titre du TV show. Le flat map, lui, va faire appel à une fonction qui va nous renvoyer un publisher, donc un mono ou un flux, ce qui va permettre de chaîner tous nos appels réactifs dans notre application.
Donc l'exemple du flat map, cette fois, ce que je veux, c'est à partir d'un TV show, appeler l'API de rating. Donc l'API de rating, j'ai un service getRating qui me renvoie, qui est réactif et qui va me renvoyer un mono de TV show rating. Donc si j'ai un TV show en entrée, Plus belle la vie par exemple, eh ben, j'applique ma transformation et en sortie, je récupère sa note et j'ai sa note en sortie. Bon, tout à l'heure, avant, on avait mis 5 en note pour Plus belle la vie, mais comme on a vu à la keynote que personne regardait, on est passé sur 0,5. On s'est dit qu'on était un peu plus raccord avec le public. Cet opérateur, il existe également sur le flat map, donc exactement la même opération. On a différents TV shows en entrée. Par exemple, House of Cards, on va récupérer ses notes. Et après, on a Buffy, idem, on va récupérer ses notes. Et Buffy, elle a quand même une super note parce que Sarah Michelle Gellar dans Buffy, elle était quand même vraiment bien badass. Un point important avec les flat maps sur les flux, de base, Reactor, il va paralléliser tous les appels qu'il peut paralléliser avec une concurrence de 256. Donc ça veut dire que si j'ai plusieurs éléments en entrée de mon flux, il va faire les appels au getRating en parallèle. Donc ça peut être assez dangereux quand on appelle par exemple derrière une API. On ne sait pas comment on peut vite bourriner l'API et potentiellement la faire tomber. Alors heureusement sur les flux, on va pouvoir paramétrer cette concurrence et l'adapter en fonction du traitement qu'on veut faire. Une petite démo pour illustrer ce que je viens de vous présenter. Donc on va aller dans le code de l'API qu'on a développé. Vous m'entendez toujours? Hop. Alors, du coup, si je passe sur l'IDE, donc me voilà dans le code. Donc je vais partir du contrôleur. Hop. Donc on va prendre comme exemple la méthode findById qu'on utilise depuis tout à l'heure. Donc mon contrôleur, c'est celui qu'on a vu dans la démo. Il appelle un service réactif. Je rentre dedans. Donc ce service réactif, son but, ça va être quoi? Donc il va devoir appeler un repository Mongo pour récupérer le TV show. Et ensuite, il va devoir appeler l'API de rating pour pouvoir agréger les données. Donc si on regarde un petit peu le code, donc on a un repository, donc on a dit c'était du Spring Data. Si on regarde un petit peu la signature de la méthode findById, il nous renvoie bien un mono d'objet, donc c'est bien une librairie réactive. À partir de ce mono, donc on va pouvoir utiliser l'opérateur qu'on a vu juste avant, l'opérateur flatmap, parce que du coup, on va vouloir récupérer nos notes, et pour récupérer nos notes, on va faire appel à une API externe à travers un service qui nous renvoie un publisher. Donc je suis sur mon flatmap, je récupère mon TV show, et je peux faire appel à l'API de rating avec l'ID et récupérer le TV show rating. La dernière action de ce service, ça va être d'agréger les données et de renvoyer un TV show rempli. Donc on sait qu'à partir de cet élément, on est sur un TV show rating si on en a un. On va pouvoir utiliser l'opérateur map et à partir de là, créer un objet TV show qui va agréger les données qu'on a récupérées. On a mis un défaut if empty si jamais on n'avait pas trouvé de TV show, de rating pour ce TV show-là, pour envoyer le TV show. Alors on a fait de cette façon-là. On aurait pu faire plein de façons différentes en utilisant différents opérateurs. C'est en jouant avec le réactif et en commençant à tester des choses qu'on commence à avoir les différentes opportunités et à prendre goût pour telle ou telle façon de faire. Si on continue à regarder ce service, on se rend compte aussi qu'on a une méthode findAll. Donc le findAll, il est utilisé par le contrôleur pour récupérer l'intégralité de la base. Donc le but de la méthode, ça va être exactement de la même. Donc le repository, si on regarde sa signature, pareil, on se rend compte qu'on est sur un flux. Donc il va nous renvoyer un flux de l'intégralité des datas qui est en base de données. Problématique maintenant, si on veut appeler l'API de rating, si on procède de la même façon que le par ID, on va l'appeler pour chaque élément unitairement avec l'ID du TV show. Niveau perf, c'est pas top top. Et puis heureusement, on a quand même bien pensé notre API de TV show rating. Donc on a développé une route ensembliste qui est capable de prendre maximum 100 ID de TV show en entrée. Mais maintenant, comment on passe d'un flux de TV show pour extraire 100 ID et les passer à l'API de rating? C'est là qu'on a un nouvel opérateur donc qui s'appelle buffer. Donc on va pouvoir regarder son marble.
Donc ça, c'est super pratique quand vous faites du dev réactif. Sur les opérateurs et tout, dans la Javadoc, il y a directement les marbles. Donc il fait quoi, ce marble? Donc il a un flux en entrée, différents éléments. On décide d'appliquer l'opérateur buffer avec une taille de 3. Et en sortie, on se retrouve avec un flux de liste de 3 éléments. Donc il va nous permettre de faire des groupes comme ça à partir du flux. On se rend compte aussi qu'une fois arrivé au signal de fin, même s'il n'avait pas assez d'éléments, donc ici dans l'exemple 3, il crée quand même une liste avec le nombre d'éléments restants. Top, c'est ce qu'il nous faut. Nous, on veut appeler avec sans ID par sans ID. Donc on applique le buffer. Du coup, on va récupérer un flux de liste de TV Show. Et à partir de là, on va pouvoir appliquer notre flat map pour chaque liste, faire appel à l'API de writing avec les sans ID. Voilà, donc c'était une petite présentation de quelques opérateurs qu'on utilise. Des opérateurs, il y en a plein. Et je vais laisser Geoffrey prendre la suite là-dessus. Donc effectivement, dans la librairie Reactor et dans d'autres librairies réactives type Eric Java, des opérateurs, il y en a vraiment beaucoup. On peut trier, on peut concaténer des flux, on peut filtrer, on peut faire plein de choses. On peut aussi bufferiser, collecter. Enfin, voilà. La documentation est vraiment très riche et bien faite. Il y a des exemples comme le zip. Pour ceux qui ont remarqué l'exemple que présentait Julien sur le Find by ID, on récupère d'abord le TV show de la BDD et ensuite on fait un call API. Typiquement, il y a des opérateurs pour dire avec un simple zip, je peux faire les deux en parallèle et récupérer le résultat et le combiner et renvoyer, quoi. Et donc il y a plein d'opérateurs et il y en a toujours un qui permet de faire de manière très optimale les choses. Bon, je vais vous présenter le concept de back pressure dont je parlais tout à l'heure. Donc accrochez-vous un petit peu. Donc si on imagine un monde où il n'y a pas de back pressure, donc j'ai un publisher et mon subscriber. Et mon publisher, il est capable de produire 5 éléments à la fois, alors que mon consommateur, il est en capacité d'en traiter 2 à la fois au maximum. Ce qui va se passer lorsque le consommateur va souscrire au publisher, le publisher, comme il sait en traiter 5 à la fois, il va en balancer 5 sur son flux. Bon, le consommateur, les 2 premiers, aucun problème, mais il va arriver à un moment donné, il va y avoir un overflow. Mon publisher produit beaucoup plus d'éléments que ce que je suis capable de consommer. Donc là, si c'est bien fait, le publisher, il peut péter une back pressure exception en disant tu consommes pas assez vite, tant pis pour toi. Si c'est moins bien fait, il peut tout mettre en mémoire et on va tomber sur les problèmes classiques de mémoire. Donc Java Heap et tout ça. Et si on imagine la même chose avec de la back pressure, le principe, en fait, il est assez bien foutu en réactif. C'est que lorsque le consommateur souscrit au publisher, en réalité, il va lui donner, il a la capacité de lui donner une limite. En disant, moi, consommateur, je suis capable d'en consommer que 2, donc file-moi 2, quoi, et c'est tout, va pas plus loin. Donc ça permet au publisher d'être en connaissance de la capacité de consommation et de ne produire que 2 éléments. À partir du moment où le consommateur les a consommés, il peut en demander 2 autres. Et ainsi de suite. Et ça, on peut faire tourner ça autant de fois qu'il y a d'éléments à produire. Donc, je vais essayer d'illustrer un peu le principe de la back pressure en vous présentant l'URL de stream qu'on a fait au niveau de l'API. Donc, on a une route de stream qui permet de récupérer l'ensemble des TV shows. Donc, lorsque je l'exécute, on se retrouve avec les TV shows qui se déroulent. Et côté serveur, j'ai mis un compteur qui permet de tous les 1000 éléments d'afficher qu'il y a 1000 éléments traités. Donc, quand je stream tout et que mon consommateur consomme très vite, donc ici mon consommateur c'est curl, tout va bien. Maintenant, si j'essaye de limiter un peu la capacité de consommation du curl, donc avec curl, il y a une option qui s'appelle limit rate. Donc là, je l'ai limité à 200 kg. Et je vais faire la même chose. C'est-à-dire, je vais consommer, mais beaucoup moins vite. Et côté serveur, ce qu'on va se rendre compte, c'est que, au final,
on voit qu'il produit beaucoup moins d'éléments et il se met un peu à la cadence de ce qui est capable de consommer le consommateur. Et pour illustrer un peu plus les choses, si imaginons que maintenant, pour une raison X ou Y, le consommateur ne consomme plus, donc là j'ai suspendu curl, je vais aller côté serveur et je vais regarder ce qu'il fait. Bon, on voit qu'il ne fait plus rien. En termes de charge serveur, ça signifie qu'il ne fait plus rien. En fait, il attend et il reste en attente d'une demande du consommateur pour lui filer d'autres éléments. Là, je vais relancer, donc je vais repasser en avant-plan. Et donc, si on regarde côté serveur, bah, il s'est remis à repousser les éléments et sans problème. Et ce qui est intéressant là, c'est que pendant ce temps-là, le serveur, il fait rien, quoi. Il consomme pas énormément de ressources, il a un petit peu de mémoire quand même, mais sinon il fait pas grand-chose. Donc ça, c'était une petite illustration de la back pressure. Hop, c'est pas le bon truc. C'est celui-là. Il se met plus. Petit problème technique. On va relancer. C'est reparti. Alors du coup, pour faire suite à ce que vient de vous expliquer Geoffrey sur la back pressure, pour pouvoir respecter ce principe de back pressure, il va vraiment falloir utiliser dans toute notre application des librairies réactives et tout appeler en réactif. On ne peut pas avoir de bloquant au sein de notre code réactif. Donc on a vu que dans notre démo, on a un appel à une API externe, donc l'API des ratings. Comment on va faire cet appel en réactif? Donc de façon classique, on aurait certainement utilisé un REST template de Spring. C'est le plus simple à utiliser. Malheureusement, il est bloquant, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser. Heureusement, Spring Web Plus est bien foutu. Il arrive avec un web client déjà réactif tout prêt. Donc c'est un client réactif qui est basé sur Netty, comme la plupart des choses de la stack Spring Web Plus. Donc c'est vraiment un équivalent du REST template que vous pouvez utiliser de façon classique. On va retrouver plutôt deux modes d'utilisation. Un mode assez simple en appelant les méthodes retrieve, où on va laisser le serveur s'occuper de sérialiser les objets et de s'occuper de la gestion des erreurs. Ou un mode un peu plus avancé en appelant la méthode exchange, où là on aura vraiment un accès plus bas niveau et on pourra jouer avec la réponse, les headers, le body et gérer à la main nos différents cas d'usage. Donc je vous ai dit, chez Leroy Merlin, on est dans une période de refonte où on met un peu du microservice partout, des API partout. Donc forcément, des web clients, on en utilise souvent. On a pris comme bonne pratique aussi de coupler ce web client avec un mécanisme de retry. Parce que potentiellement, appeler une API, on ne sait pas comment elle va l'API, elle peut ne pas répondre, elle peut aller mal à ce moment-là. Donc le retry, en réactif, pareil, c'est top, c'est natif. Donc sur n'importe quelle chaîne réactif, on va pouvoir appliquer une méthode qui s'appelle retry when. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de Spring Retry et l'utilisation de retry template. Facilement, on va pouvoir paramétrer des différentes conditions de retry. Donc le nombre de tentatives qu'on veut effectuer, les délais entre chaque retry. Donc c'est ce qu'on va appeler la back-off stratégie. Donc on en a plusieurs à disposition. N'hésitez pas à aller voir la doc si ça vous intéresse. Et on va aussi pouvoir paramétrer les conditions dans lesquelles le retry se déclenche. Donc en fonction d'un type d'erreur retournée ou en fonction d'un prédicat. Donc idem, je vais illustrer le web client avec l'API qu'on a développée. Donc dans notre API, on fait appel à l'API des ratings pour récupérer les notes. Donc du coup, on a un client qui fait appel à cette API. Donc là, c'est la méthode qui permet de récupérer avec différents ID. Donc du coup, on retrouve notre objet web client, qui est l'objet fourni par Webflux. Et puis de la même façon que le REST template, on va pouvoir lui paramétrer le verbe HTTP qu'on veut exécuter. Donc là, on est sur du GET. On va pouvoir créer notre URI ou notre URL d'appel en lui passant les paramètres. Lui, c'était le content type désiré. Dans notre cas, on a décidé d'utiliser retrieve parce qu'on ne voulait pas descendre plus bas que ça. Donc du coup, pour le mapping d'objets, on a la méthode body2flux, on a également la méthode body2mono, en fonction de ce que va nous renvoyer l'API.
Donc là, comme on est sur un mode d'appel ensembliste, on va bien récupérer une liste de notes. Donc on va bien mapper ça dans un flux de TV show rating. Et ensuite, on retrouve donc le retry when dont je viens de vous parler. Ce retry when est managé par une méthode, on va aller voir. Donc du coup, on retrouve les différentes conditions que je vous ai citées juste avant. Donc ça veut dire que ce retry, on va l'exécuter pour toutes les exceptions, sauf les exceptions de type client, donc toutes les 400, parce que retry sur une erreur 400, ça n'a pas de sens. On se retapera une 400 à l'appel suivant. La stratégie de back-off, donc là on a décidé de faire toutes les 500 millisecondes, on retente l'appel. Le nombre d'appels maximum, donc là on est sur 3 appels, et une action si on veut réaliser une action durant ce retry. Donc nous on log l'occurrence à laquelle on est arrivé et le nombre de retry qu'on a effectué. Si je retourne dans ma méthode principale, on va observer ici un do on error. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Geoffrey vous a présenté les publishers, on a dit qu'un publisher, ça émettait des éléments et que ça pouvait également émettre des signaux. Donc toutes ces méthodes do-on, il y en a un petit paquet sur les monos ou sur les flux, c'est ce qui va nous permettre de catcher les événements qui sont émis, enfin les signaux. Donc par exemple, là, en cas d'erreur, on va avoir un signal d'erreur qui va être émis, on va pouvoir le catcher et faire l'action désirée. Donc des do-on, il y en a un paquet, on va être capable de récupérer une fin de flux qui s'exécute avec ou sans échec, récupérer chaque élément sur chaque flux, il y en a un petit paquet, tous les méthodes do-on, ça sert à ça. Donc n'hésitez pas pareil si vous avez l'envie d'aller voir la doc. Voilà pour le web client. C'était la live démo. Ok, donc on a parcouru pas mal de concepts. On va peut-être essayer d'éviter les tests. Chez nous, il y a des gars qui font cette tête-là quand on oublie les tests, alors on va éviter. Donc Mathieu, si tu nous regardes. Alors, on a de la chance parce que Reactor fournit une librairie de tests qui est vraiment bien foutue et qui permet de tester des flux ou des monos. On l'expliquait, rien ne se passe tant qu'on ne souscrit pas à notre publisher. Bah, c'est justement Step Verifier qui va permettre de gérer tout l'aspect souscription et rajouter des fonctionnalités sympas comme valider qu'on reçoit bien tel ou tel élément ou que le flux tombe bien en erreur parce qu'on a traité ce cas-là ou qui finit correctement. Donc c'est une librairie sympa qui vaut le coup d'œil. Côté test d'intégration, là pour le coup c'est plus Reactor mais c'est bien Spring. Spring propose un web test client. Pour ceux qui connaissent et qui ont déjà utilisé Mock MVC, bah, c'est son équivalent. Ça permet quoi? Ça permet de démarrer son serveur et de tester son contrôleur REST dans des conditions réelles avec toute la couche HTTP qui va bien. Et qui en plus rajoute la capacité d'utiliser le web test client un peu comme le web client que vous a proposé Julien. Donc c'est aussi simple d'utilisation. Et de rajouter un certain nombre de méthodes pour valider que le statut en retour est bien celui attendu ou que la réponse en retour correspond bien à ce qu'on attendait. Donc je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Ici, on a sur la partie test unitaire, on a un test unitaire classique qui va valider le comportement du find all. On a comme tout test unitaire, la création d'objets un peu de test qu'on va venir injecter avec un mock, donc Mockito ou autre chose. Et après, donc on définit le comportement typiquement là, de la BDD et le comportement du client REST. Et sur notre classe en cours de test, on va pouvoir invoquer la méthode concernée, passer le flux au Step Verifier et pouvoir gérer nos expects comme on veut. Dans notre cas de figure, on s'attendait à recevoir 3 TV shows avec des notes bien particulières. On valide qu'on les a bien comme il faut avec les bonnes valeurs. Et après, une petite vérification comme quoi nos mocks ont bien été appelés. Donc ça, c'est pour la partie plutôt test unitaire. Il y a plein de fonctionnalités sur le Step Verifier qui sont sympas. Surtout quand on commence à jouer avec des délais, des durées, le Step Verifier permet de faire vraiment pas mal de trucs. Côté Web Test Client,
Là, on se repose sur le framework Spring et on demande à configurer automatiquement un web test client sur lequel on va, comme expliqué Julien, on va faire un get, on va définir l'URI et là, on va pouvoir valider, comme je le disais dans la présentation, que le statut est bien celui attendu et que dans la réponse, on a bien nos éléments. Alors, on peut utiliser du JSON Pass ou il y a d'autres méthodes de validation du body si on a besoin. Donc voilà, on a fait un peu le tour de notre API. Pour finir, on voulait aussi évoquer, donc si vous avez l'envie de passer sur de la programmation réactive, on voulait évoquer les principaux freins que vous pouvez rencontrer. Donc du coup, comme vous avez pu le voir déjà dans tous les exemples de code, pour ceux qui n'ont jamais fait de Java 8 avec du stream, de la lambda, etc., c'est quand même un gros prérequis, vous allez être perdu, je pense. Tout est développé de cette façon-là. Ça ressemble fortement à de la programmation fonctionnelle. Donc ceux qui en ont jamais fait, ça peut être un peu déroutant et vous pouvez vite vous y perdre. Donc c'est un beau prérequis. Le débugage, il peut être parfois plus difficile parce qu'on est dans un contexte où on va être du coup multithreadé automatiquement. Donc pour s'y retrouver dans les threads, on peut potentiellement s'y perdre. Et puis pareil, sur de la programmation fonctionnelle, ceux qui en utilisent, si vous utilisez des méthodes références, mettre un breakpoint sur une méthode référence dans un IDE, c'est souvent la merde. Ensuite, comme on a vu, on va devoir utiliser sur toute la chaîne des librairies qui sont réactives. Donc au niveau des compatibilités de lib, faut trouver celles qu'on peut utiliser, celles qu'on ne peut pas utiliser. On va devoir forcément utiliser des libs non bloquantes et par exemple le thread local, on ne pourra plus l'utiliser. Et dernière chose, chez Leroy Merlin, du coup, on vous a dit que dans notre projet de refonte, on avait décidé d'utiliser la stack réactive partout. Donc il a forcément fallu faire monter en compétence les équipes. Et on se rend compte que la courbe d'apprentissage, elle est quand même assez élevée, que le ticket d'entrée, il n'est pas easy, et que ça nécessite quand même de pratiquer pendant un petit peu de temps et de façon prolongée pour vraiment comprendre bien les principes en profondeur. Et du coup, pour conclure un peu sur plus les différents avantages qu'on y a vus, premièrement, en termes de scalabilité, comme on est sur des applis qui vont être non bloquantes avec tous les principes du réactif, la scalabilité, elle va se faire très très facilement. Et aujourd'hui, à l'heure où on est sur des déploiements en mode cloud, c'est super pratique du coup, ça matche super bien. Ensuite, réactif, ça ne veut pas dire plus performant. On l'a vu, on n'était pas forcément plus performant avec le tir de perf. Par contre, ce qu'on va pouvoir s'assurer, c'est que souvent, on va être beaucoup plus stable et qu'on va pouvoir encaisser beaucoup plus de charges. Et donc, du coup, sur de la grosse volumétrie, c'est là où on va avoir des gros impacts. Comme on a vu juste avant, le ticket d'entrée, il n'est pas facile. Par contre, une fois qu'on a vraiment mis les mains dedans et qu'on commence à être capable de s'amuser avec, là, on va remarquer quand même qu'on a une belle accélération au niveau, pour faire du développement performant, on peut faire vachement de choses vachement rapidement. Et c'est super agréable en tant que développeur de l'utiliser. Ce qu'on a vu juste avant aussi, c'est qu'il y avait des limitations technologiques. Donc on n'en a pas parlé, mais par exemple, il y a la lib pour faire des requêtes sur un Postgre, on utilise souvent JDBC. JDBC, il n'est pas réactif. Donc heureusement, il y a des communautés qui sont en train de se faire un peu partout. Et par exemple, sur JDBC, il y a un projet R2DPC qui est en milestone aujourd'hui et qui ne devrait pas tarder à sortir. Donc au fur et à mesure, les communautés sont en train quand même d'ajouter pas mal de fonctionnalités et de libres qu'on peut utiliser. Un dernier aspect un peu plus personnel, moi ça fait 1 an que je m'y suis mis à peu près. Et aujourd'hui j'aurais beaucoup de mal à faire marche arrière, même pour n'importe quel projet que je vais développer de façon lambda, au niveau des technos, au niveau du plaisir de coder. Alors c'est personnel, mais on s'éclate. Donc n'hésitez pas. J'espère que la démo vous aura donné envie d'essayer. N'hésitez pas à aller sur Spring Boot Initializer pour générer un projet rapidement avec Spring Webflow, faire des petits tests, des petites API, un petit Word déjà pour faire mes muses avec. Voilà, c'était le but d'aujourd'hui. S'il y a des questions, on est là pour y répondre. Et pour ceux qui n'ont pas de questions, j'espère que vous avez trouvé les séries qui étaient cachées un peu partout dans nos PowerPoint. Voilà.
Si on a un projet Spring Boot avec des contrôleurs, un web starter, est-ce que c'est facile de le transformer, de changer le starter pour le transformer en un projet Webflux? Après, je sais que derrière, il faut bien sûr aller passer sur tous les repos, mettre le repo Webflux. Mais déjà, la structure, est-ce que c'est facile déjà? C'est naturel de le faire? C'est assez facile de le faire? C'est des cas qu'on rencontre chez nous. On a certaines API qui sont développées en MVC classique. C'est parfois facile, c'est parfois plus compliqué. En général, dans le contexte et dans l'écosystème Spring, si on utilise typiquement Spring Data en bloquant, passer du bloquant au réactif, c'est très simple. Et on remonte chacune des couches. Après, c'est qu'une histoire de librairie. On change le starter web en starter Webflux. Et en général, ça va assez vite. Si l'application est très complexe, s'il y a plein de méandres, si le code est un peu legacy et qu'il y a eu beaucoup de passages dessus, c'est un peu plus compliqué. Mais en soi, passer d'une version bloquante à une version réactive, c'est pas très compliqué, sous réserve qu'on a un peu mis les mains dedans au préalable quand même. Par exemple, moi j'ai des services où j'y mets du cache, de Hcache ou ACCache. Est-ce que le cache reste toujours valable lorsqu'on passe au Webflux? Là, ça va dépendre du type de cache qu'on utilise. Pour le Hcache, il n'y a aucun problème. Tout est en mémoire, donc il n'y a pas d'accès bloquant. Dès lors qu'on va utiliser du Redis pour faire du cache distribué ou répliqué, là, effectivement, il faut s'assurer que, comme il y a un accès bloquant, réseau ou quoi que ce soit, il faut s'assurer qu'il soit compatible en réactif. Pour du Redis, c'est le cas. Donc, si jamais vous utilisez du Redis, il n'y a pas de souci pour. Ouais, du coup, j'avais deux questions. C'était quoi déjà? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de JDBC. De manière plus générale, est-ce qu'on peut mettre une notion de transactionnel derrière? Ou du coup, c'est en développement, ou ça n'a pas de sens, ma phrase? Et la deuxième question, c'est, en fait, quand on va exposer la ressource REST, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire que moi, quand je veux vouloir faire mon get HTTP, c'est quoi? C'est une WebSocket qui est ouverte? Comment le fait que, par exemple, là, j'arrête mon curl, pourquoi il va arrêter de produire? Un peu plus bas niveau, qu'est-ce qui se passe en fait? Ok. Alors la première question, c'était sur quoi déjà? Le transactionnel. Julien l'a expliqué, il y a des initiatives, notamment R2DBC, qui essayent de porter le JDBC en mode réactif. Et effectivement, c'est de la milestone et les aspects transactionnels, ils sont pris en compte. Donc, il y a fort à parier qu'on pourra faire de la transaction en réactive. Maintenant, c'est assez récent et il n'y a rien de stable du tout sur l'aspect JDBC en réactif. Et encore, c'est une initiative qui n'est pas forcément encore super officielle. Pour la deuxième question, c'était pourquoi lorsqu'on met en pause le curl, pourquoi côté serveur, il ne fait rien? Donc il faut imaginer qu'on a l'aspect Webflux, d'accord, qui est complètement réactif, et que si on va un peu plus profondément, on va retrouver Netty, qui va gérer tout l'aspect HTTP. Donc lui, il ouvre un port et il se met en écoute sur ce port-là. Il accepte des requêtes en entrée et il balance des résultats en sortie. Ce qui va se passer lorsque je vais lancer mon curl, il va arriver sur Netty. Netty va commencer à répondre de la data. Et à un moment donné, il y a des mécanismes de réseau qui fait que si sur le réseau, l'autre ne consomme plus, au niveau de Netty, il va commencer à plus produire. Et tout ça, ça va se remonter au niveau de Webflux, donc au niveau du framework. Et tout va remonter de manière complètement réactive pour bloquer finalement toute la chaîne. Et donc,
Lorsque côté NETI, il va s'apercevoir que à l'autre bout, côté réseau, il consomme plus, il va s'arrêter d'envoyer des bytes. Côté Webflux, il va arrêter ça va remonter jusqu'à MongoDB, puisque lui aussi est réactif. Et donc au final, de manière transitive, le curl qui consomme plus va, au bout d'un moment, faire en sorte que MongoDB va plus produire de data. Enfin, vraiment, là, c'est un truc un peu spécial. Du coup, comment la socket serveur elle reste ouverte s'il n'y a pas de thread qui la traite? Enfin, en fait, j'ai pas très bien pigé cette notion-là. En fait, Voilà, c'est typiquement les mécaniques internes de NETI, quoi. Donc, il maintient un état, lui, de son côté. Il a ses queues, il a ses systèmes à lui. Clairement, je ne saurais pas forcément répondre. C'est trop bas niveau pour moi. Mais déjà, côté réseau, il n'y a pas vraiment d'état, quoi. Une connexion ouverte, ça n'a pas réellement de sens. Enfin, il n'y a pas réellement d'état sur une connexion. Donc, après, c'est dans les couches basses de NETI que ça se passe. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop technique parfois. Et bon appétit à tous.